Elle gisait, effondrée dans un fossé au bord d'une route oubliée, le corps meurtri et meurtri, inconsciente sous un tapis de feuilles mortes qui la dissimulait presque à la vue. Non loin de là, son jeune fils se tenait silencieux, tremblant, sa petite main agitant faiblement la voiture solitaire qui avait ralenti alors que tous les autres les avaient dépassés sans un regard. L'homme au volant était loin de se douter que s'arrêter ce jour-là allait tout changer non seulement pour le couple devant lui, mais aussi pour lui-même. Si des histoires de bonté inattendue, d'amour réparateur et de seconde chance vous touchent profondément, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et suivez-nous dans cette aventure inoubliable. Parfois, un seul instant de compassion suffit à réécrire toute une vie. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le jour où il a choisi de s'arrêter. Cassian Wolf n'était pas censé emprunter cette route secondaire. Son chemin habituel pour rentrer chez lui était l'autoroute, plus sûre, plus droite et sans virage serré qui lui rappelait trop de souvenirs. Pourtant, par cet après-midi frais d'octobre, quelque chose dans la lumière dorée du soleil qui scintillait à travers les peupliers l'attirait hors des sentiers battus. Peut-être était-ce dû à la façon dont sa fille de 6 ans, Rowan, avait pointé du doigt les feuilles bruissantes et murmurait, on dirait qu'elle chuchote, « Papa ». Ou peut-être était-il simplement temps que les choses changent. L'étroit chemin de gravier craquait doucement sous les pneus de son vieux pick-up Chevrolet tandis que Cassian conduisait lentement, une main agrippée au volant, l'autre serrant un gobelet de café noir en carton, depuis longtemps décapé. Une douce chanson folklorique fredonnait à la radio, tissant une douce paix dans le silence environnant. Puis, soudain, tout vola en éclats. Un garçon pieds nus s'élança sur la route. Cassian freina brusquement. Le camion dérapa violemment, les pneus grinçant sur le gravier, se balançant latéralement. Du café éclaboussa sa chemise de flanelle, mais il le remarqua à peine. Le cœur battant à tout rompre, il passa la vitesse et ouvrit la portière en grand. Le garçon ne pleura pas et ne dit rien, il resta planté là, les yeux écarquillés et tremblants, le visage strié de terre et d'une trace rouge qui aurait pu être du sang. Le garçon pointa un petit doigt tremblant vers le bord de la route. Cassian suivit son regard et la vit à moitié cachée sous un épais tapis de feuilles mortes une femme allongée, immobile, dans le fossé peu profond. Sans hésiter, il courut vers elle, ses bottes glissant sur la terre meuble tandis qu'il dévalait le talus, ses genoux heurtant violemment le sol à côté d'elle. Elle était recroquevillée sur le côté comme une poupée de chiffon abandonnée. Ses cheveux blonds s'accrochaient à des vêtements déchirés et humides. Une fine traînée de sang coulait de sa tempe jusqu'à sa mâchoire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, sa poitrine se soulevant à peine sous l'effet du souffle. La voix de Cassian s'aigrit. « Tu m'entends » Il n'y eut aucune réponse. Il vérifia son pouls faible, mais présent. Il regarda le garçon, toujours silencieux, toujours pointé du doigt. Cette expression vide et engourdie, Cassian l'avait déjà vue. Le regard de quelqu'un qui avait cessé d'espérer de l'aide, le même que ses propres yeux arboraient le jour où il avait perdu son fils. « D'accord » murmura-t-il en se ressaisit. « D'accord, je te tiens. » Il courut vers le camion et attrapa le peu qu'il put, une vieille couverture en laine, du ruban adhésif, du fil de pêche, du gel hydroalcoolique et un chiffon taché utilisé pour essuyer les outils. Pas grand-chose, mais suffisant. Il avait sauvé des vies avec moins. Enroulant soigneusement la couverture autour de la femme, il veilla à ne pas lui bouger le cou. À l'aide de ruban adhésif et de fil de pêche, il confectionna une attelle de fortune pour son bras visiblement luxé. Il versa du désinfectant sur le chiffon et tamponna doucement ses blessures, s'excusant à voix basse pour la piqûre. Lorsqu'elle gémit doucement, le soulagement l'envahit. « Elle respire » dit-il au garçon qui s'était approché. « Comment t'appelles-tu » demanda Cassian. Le garçon cligna des yeux, sa voix à peine chuchotée, « Oden ». Cassian répéta le nom, le mémorisant. « Je suis Cassian. Je vais vous emmener tous les deux en lieu sûr. » Oden hocha la tête et, pour la première fois, tendit la main pour la saisir. La femme était trop légère, mal nourrie. Alors que Cassian la soulevait dans ses bras et sortait du fossé, il la sentit frissonner malgré la couverture. Il la déposa délicatement sur la banquette arrière du camion, ajustant soigneusement la ceinture de sécurité sur son épaule. Puis, ouvrant la portière passager, il aida Oden à monter en silence, le garçon croisant les bras pour le protéger. Cassian n'appela pas les secours, non pas par manque de confiance, mais parce qu'au fond de lui, quelque chose lui disait d'attendre. Cette femme avait l'air d'avoir été abandonnée par le système une fois de trop. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, sa cabane apparut, une petite maison à ossature de cèdre nichée à l'orée de la forêt, la balançoire de son porche immobile et la cheminée qui ne fumait que le dimanche.
Il se gara et se précipita à l'intérieur pour se préparer. Rowan, déjà à la maison avec une voisine qui la surveillait après l'école, courut à la porte au bruit du camion. « Papa » appela-t-elle, les yeux écarquillés. « Qui est cette dame ? Elle a besoin de notre aide. »« Ma chérie, » dit doucement Cassian, « tu peux m'apporter le gros coussin du canapé. » Rowan hocha la tête avec empressement et s'enfuit en courant, ses couettes rebondissant. Il déposa délicatement la femme sur le canapé et lui appuya doucement la tête. Oden se tenait près d'elle, les mains serrées. « Est-ce qu'elle va mourir » murmura le garçon. « Non » répondit Cassian d'un ton ferme et assuré ou une assurance qu'il ignorait encore posséder. « Pas ce soir. » La nuit tomba doucement sur la cabane silencieuse. Rowan s'était endormi, lové dans le lit de Cassian, tandis qu'Oden s'assoupissait enfin dans le fauteuil, toujours vêtu d'un manteau bien trop grand pour lui. Assis à côté de la femme, Cassian observait sa poitrine se soulever et s'abaisser lentement, se demandant de quel enfer elle venait de s'extirper. Malgré les bleus, son visage affichait une élégance envoûtante, une mâchoire fière, des sourcils prononcés, des lèvres tremblantes même dans le sommeil. Des histoires y étaient gravées, douloureuses et profondes. Quelque chose en lui disait que ce n'était que le début. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, le monde ne tournait plus à toute vitesse. Au contraire, tout était calme et silencieux. Pas de sirène, pas de porte claquée, pas de voix rauque l'accusant de mensonge, seulement le léger craquement du bois et le léger bourdonnement du vent effleurant les vitres comme des secrets murmurés. Elle essaya de s'asseoir, mais une vive douleur la parcourut les côtes et l'épaule gauche. Sa tête lancinait d'une douleur profonde et sourde, comme une chambre d'écho à l'intérieur de son crâne. Elle grimaça et tourna légèrement le visage. L'odeur dans l'air était celle d'une fumée de bois mêlée à une odeur chaude ou peut-être de la graisse de bacon et de la cannelle. La lourde couverture qui l'enveloppait lui donnait l'impression d'une étreinte destinée à la maintenir ancrée, mais elle n'y croyait pas. Ses yeux parcoururent la pièce. Ni un hôpital, ni un refuge, une cabane. Les murs étaient lambrissés de bois teinté foncé, du genre rare dans les endroits stériles. De vrais livres étaient alignés contre le mur du fond, usés mais précieux. Un feu crépitait doucement dans l'âtre. Un porte-manteau portait une chemise en flanelle, une chemise qui semblait bien trop grande pour la plupart des hommes qu'elle avait connus. Elle n'était pas seule. De l'autre côté de la pièce, un homme était assis dans un rocking-chair, grand, large d'épaules, silencieux comme la pierre. Une tasse de café à moitié vide reposait dans une main, l'autre sur sa cuisse. Son jean délavé, ses bottes poussiéreuses, son visage mal rasé témoignaient de journées passées dehors. Son regard croisa le sien desquels bougea. Au début, aucun des deux ne parla. Après un long silence, il posa sa tasse et se leva. Se déplaçant avec précaution, comme quelqu'un habitué à manipuler des objets fragiles, il dit d'une voix basse et rassurante, « Bien. Tu es réveillé. » Elle lécha ses lèvres gercées. « Où est ton fils » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, la panique vacillant derrière ses yeux. « Il va bien » lui assura l'homme en se dirigeant vers le couloir. « Il dort comme un loir. » Ma fille l'abordait. Son souffle s'arrêta. Elle se releva trop vite, et une douleur lancinante lui traversa le flanc. Elle haleta, se tenant les côtes. « Attention » dit l'homme en s'approchant. « Tu as au moins 2 côtes meurtries et une épaule déboîtée. » Je n'avais pas d'attelle, alors je me suis contenté. « Tu fais quoi » demanda-t-elle en clignant des yeux vers son bras. Il fit un signe de tête. Du fil de pêche, une planche d'étagère et du ruban adhésif. Ce n'est pas joli, mais ça a tenu. Elle baissa les yeux et cligna des yeux. Effectivement, son bras était bien attaché, même si c'était de manière peu conventionnelle. « Je suis Cassian Wolf » ajouta-t-il d'une voix calme. « Vous et votre fils étiez sur le bord de la route. Vous m'avez fait signe de m'arrêter. » Ce souvenir lui est revenu à l'esprit, le garçon, la route, la douleur et la façon dont elle avait prié, non pas pour elle-même, mais seulement pour que son fils soit épargné. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura, « Depuis combien de temps suis-je ici ?» Un peu plus d'une journée. Elle le regarda d'un air sévère. « Tu aurais dû m'emmener à l'hôpital. J'aurais appelé la police ou les médecins si cela avait été la bonne décision, mais je me suis dit que si c'était le cas, tu les aurais déjà demandés. » Son cœur battait la chamade lorsqu'elle réalisa qu'il savait ou du moins soupçonnait ce qui se passait. Il ajouta doucement, « Je ne voulais pas risquer qu'ils prennent le garçon. » Aloance le fixa, stupéfaite. Personne n'avait jamais pensé ça depuis des années,
pas depuis la mort de son mari et le bouleversement de son monde. Aucun juge ne l'avait jamais regardé et n'avait vu une mère digne d'être sauvée. Aucun officier n'avait pris la peine de s'enquérir de l'état de ses ecchymoses. Aucun voisin n'avait frappé à sa porte avec inquiétude. Mais cette inconnue, elle, l'avait fait. Sa lèvre trembla avant qu'elle ne la serre en une fine ligne, déterminée. Cassian recula, sans insister davantage. Il alla plutôt dans la cuisine et se versa un verre d'eau. « Tu devrais boire quelque chose, dit-il en le lui tendant. Elle prit la tasse, les doigts tremblants. Tout en sirotant, son regard parcourut nerveusement la pièce, revenant sans cesse à la bibliothèque. Les titres allaient de Steinbeck à des magazines nationaux géographiques usés par le temps, en passant par un livre pour enfants à la tranche déchirée. « Sommes-nous dans les bois ?» demanda-t-elle finalement. Techniquement, oui. La ville la plus proche est à une vingtaine de kilomètres en contrebas de la crête. Cette cabane est à moi. Je l'ai construite moi-même. Eh bien, moi et ma défunte épouse, ajouta-t-il d'une voix plus douce. Le Lohan se figea. Je suis désolé. Merci, dit-il doucement avant d'ajouter, cela fait 5 ans. Elle jeta un coup d'œil au feu qui vacillait à proximité. On dirait que plus d'une journée s'est écoulée. Le temps est étrange ici, répondit-il. Parfois, il ralentit. Parfois, il vous permet de respirer à nouveau. Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Puis, dans le couloir, de légers pas résonnèrent. Une petite fille apparut, les cheveux blonds en bataille, traînant un renard en peluche délavé. « Papa » murmura-t-elle. « C'est la dame ?» Cassian hocha la tête. « Viens me dire bonjour, Rowan. » La fille s'approcha. « Salut, j'ai 6 ans. Es-tu la mère du garçon ?» Alan cligna des yeux, puis esquissa un léger sourire. « Oui, je m'appelle Alohan. »« Ton fils a réparé ma lampe de poche tout seul, c'est ça ?» demanda Rowan d'un ton solennel. Rowan hocha la tête en murmurant, « Il est un peu comme de la magie. » Cassian rit intérieurement. « Tu n'as pas tort. » La fille s'avança sur la pointe des pieds et déposa le renard en peluche près de l'oreiller d'Alohan. « Tu peux l'emprunter jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Il s'appelle Kip. » Puis elle disparut. Alohan fixa le renard, puis Cassian. Sa voix se réduisit à un murmure. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il la regarda dans les yeux sans cligner des yeux. « Parce qu'un jour, quelqu'un s'est arrêté pour moi alors qu'il n'y était pas obligé. Et parce que ton garçon m'a regardé comme si je pouvais encore être sage. » Un nœud se forma dans sa gorge. Elle détourna le regard pour qu'il ne voie pas les larmes qui montaient dans ses yeux. Mais il les vit. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ne se sentait pas jugée. Cassian regardait depuis le porche le soleil matinal se répandre sur la crête comme de l'or fondu. Une pluie fine était tombée avant l'aube, laissant la terre humide et parfumée. Ses mains étaient encore couvertes de poussière, la farine du pétrissage de la pâte étant restée sur ses mains. La recette de sa grand-mère était à peine lisible sur une vieille fiche que Rowan avait un jour essayé de colorier au crayon. À l'intérieur de la cabane, tout était silencieux. Il franchit la porte et s'essuya les mains avec une serviette. Un parfum de levure et de cannelle flottait dans l'air, se mêlant aux notes de pain et de cendre du feu doux. La femme était maintenant assise, pas complètement, mais suffisamment pour atteindre l'eau sur la table de nuit sans trop grimacer. Le progrès. Elle paraissait moins pâle que la veille. Une légère rougeur était revenue sur ses joues et elle avait repoussé ses cheveux en arrière d'une main tremblante. Il y avait une beauté meurtrie dans sa retenue ou dans sa façon de bouger, comme si elle s'attendait encore à ce que la douleur suive chaque instant de réconfort. « Bonjour » dit-il doucement, en prenant soin de ne pas la surprendre. Elle hocha la tête. « Ça sent la boulangerie ici. »« Je fais des pâtisseries le dimanche » répondit-il, même si c'était mardi. Ça donne une impression de légèreté. Elle ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire. Son regard se porta plutôt vers la cuisine ouverte où Rowan, assis sur un tabouret, observait un bol de pâte qui levait comme si elle pouvait opérer un tour de magie à tout instant. Cassian plaça un petit plateau en bois devant Alohan, une assiette d'œufs brouillés chauds, de pain grillé avec de la confiture de myrtille sauvage et de tranches de pommes saupoudrées de cannelle. Elle regarda le plateau, puis lui. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. »« Je sais, » dit-il simplement. « Mais je l'ai fait. » Elle hésita avant de prendre la fourchette, ses mouvements délicats, comme quelqu'un essayant de ne pas casser quelque chose d'invisible. Après quelques bouchées, elle dit,
Aden me dit que votre fille a une boîte entière de fournitures d'art. C'est vrai, gloussa Cassian. Elle dessine sur tout ce qu'elle n'est pas censée faire. La semaine dernière, j'ai trouvé une fresque représentant un dragon dans le couvercle de ma boîte à outils. Alohan sourit faiblement. Cette douceur lui allait étonnamment bien, à un visage qui avait appris trop jeune à se préparer au choc. Tu es doué avec les enfants, dit-elle. Il haussa les épaules. La plupart du temps. Certains jours, je suis juste un type qui essaie d'arriver au lit sans marcher pieds nus sur un Lego. Elle rit doucement, sincèrement. Oden entra alors, tenant une lampe de poche cassée dans une main et le renard en peluche de Rowan sous son bras. Je l'ai réparé, annonça-t-il en allumant le faisceau pour le prouver. Cassian haussa un sourcil. Comment? Les fils étaient débranchés. J'en ai utilisé un de la radio. Tu as 7 ans, n'est-ce pas? Presque 8 heures, Oden cligna des yeux. Cassian échangea un regard avec Alohan, qui secoua légèrement la tête, presque en signe d'excuse. Il a toujours été comme ça, dit-elle. Il démonte les choses. Il les remonte mieux qu'avant. Cassian s'accroupit près d'Oden. Rappelle-moi de ne pas te laisser approcher du moteur du camion. Je pourrais le faire plus vite, répondit Oden, très sérieux. Cassian sourit. C'est ce qui me fait peur. Plus tard dans la journée, après que Rowan soit allé à l'école avec le voisin et qu'Oden se soit installé avec une pile de livres de l'étagère de Cassian, Alohan a demandé de l'aide pour se rendre sur le porche. Elle voulait de l'air, dit-elle. Et donc, Cassian lui apporta un châle léger et l'aida à faire les quelques pas du canapé jusqu'au fauteuil à bascule à l'extérieur. Elle serrait fermement son avant-bras, la mâchoire crispée par la douleur, mais elle ne se plaignait pas. Une fois assise, elle se pencha en arrière et expira comme quelqu'un qui émerge d'une eau profonde. La forêt s'étendait devant eux, bruissant doucement, des oiseaux dorés bavardant au-dessus d'eux comme de vieux amis. « Tu vis ici toute l'année » demanda-t-elle. « Ouais, seule » répondit Cassian en jetant un coup d'œil à Rowan. Elle resta silencieuse un instant, puis dit, « Après la mort de mon mari, j'avais peur du silence. C'était comme si le silence me criait dessus. J'ai rempli la maison de bruit, télévision, musique, n'importe quoi juste pour ne pas avoir à m'entendre penser. » Il hocha la tête, sans insister davantage. « C'est drôle, dit-elle d'une voix plus douce. Je n'ai pas peur d'ici. » Cassian ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Parfois, le lien le plus profond naissait simplement du partage d'un même silence. Ce soir-là, alors qu'il coupait des légumes pour le ragoût, Alohan demanda depuis le canapé, « Tu te sens parfois fatigué ?» Il leva les yeux. « De quoi? » « Tu portes tout ça, dit-elle en désignant la cabane, Rowan, l'espace entre eux, le poids de tout maintenir ensemble. » Il s'arrêta, le couteau planant au-dessus d'une carotte. Chaque jour, elle clignait des yeux, surprise par son honnêteté. « Mais alors Rowan rit, ajouta-t-il. Ou alors je vois la lumière du feu éclairer une page juste comme il faut pendant que je lis. Ou alors un inconnu se réveille sur mon canapé et me rappelle que je sais encore m'en soucier. » Alohan le fixa du regard. Une lueur fragile brilla dans ses yeux de l'admiration, peut-être, ou de la crainte, ou du chagrin, ou les trois à la fois. Elle baissa les yeux vers ses genoux. Mes beaux-parents disaient que j'étais inapte, que j'étais faible, dramatique, instable. Ils ont menacé de me confier la garde. Puis, un soir, je n'ai pas fermé la porte de ma chambre assez vite. La main de Cassian se figea sur la planche à découper. Oden a tout vu, murmura-t-elle. Je l'ai attrapé, j'ai couru dans le noir et je n'ai jamais regardé en arrière. Il posa le couteau, silencieusement et respectueusement. Tu n'as pas juste fui, dit-il. Tu as survécu. Elle hocha lentement la tête, des larmes coulant maintenant sur ses joues. À peine. Il s'avança et lui tendit un torchon propre. Elle le prit comme si c'était un objet sacré. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Cassian s'assit seul sur le porche. Une tempête se formait à l'horizon. L'air était lourd, chargé de tension. À l'intérieur, Alohan se reposait, sa respiration était désormais plus profonde, sereine. Il leva les yeux vers le ciel, puis ferma les yeux. Il ne savait pas ce qui allait arriver ensuite, mais pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur. Cassian avait vécu assez longtemps dans les bois pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Cette fois, ce n'était pas la mère. C'était le garçon. Oden n'était pas seulement brillant, il était différent.
Cassian avait déjà rencontré des enfants précoces. Rowan elle-même avait appris à lire les panneaux de signalisation à 4 ans. Mais ce garçon? Il avait des engrenages dans les doigts et des équations dans les yeux, et il ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. C'est ce qui a pris Cassian et la plupart des autres au dépourvu. La vieille horloge à coucou était restée sur l'étagère de son atelier pendant des années. Sa défunte épouse, Belle, l'avait trouvée dans un marché aux puces du Vermont et avait insisté sur son charme, même si elle n'avait plus fonctionné depuis l'administration Clinton. Cassian avait eu l'intention de la jeter plus d'une fois, mais n'avait jamais réussi à le faire. Ce matin-là, lorsque Cassian entra dans le garage pour prendre sa trousse à outils, Oden était déjà là, en équilibre sur une caisse de lait, les mains enfoncées jusqu'au coude dans le laiton et la rouille. Le gamin n'avait pas demandé la permission, il avait simplement ouvert le coffre, disposé les pièces comme un chirurgien et commencé à travailler. Cassian se tenait à la porte, les bras croisés, observant. « Besoin d'aide » demanda-t-il. Oden leva à peine les yeux. « Non, merci » répondit-il avec désinvolture. « Tu sais ce que tu fais. » « J'ai lu un livre sur le réglage du pendule » ajouta Oden avec la nonchalance d'une discussion de baseball. « Les problèmes de la roue d'échappement. » Cassian cligna des yeux, surpris. « Quel est ton nom de famille, Oden ?» Le garçon marqua une pause. Son visage ne tressaillit pas, mais ses doigts ralentirent. « Cœur ?» Cassian hocha lentement la tête, remarquant l'hésitation. « Tu as faim. » Oden leva les yeux, ses yeux bleus perçants, soudain affamés. Cassian sourit doucement. « Réparons ça d'abord. » Au petit déjeuner, Alohan était assise, les cheveux humides enveloppés dans une serviette après sa toilette matinale. Les bleus sur son corps avaient jauni sur les bords, s'atténuant pour devenir une peau survivable. Elle paraissait plus forte, même si ses mouvements conservaient la prudence de quelqu'un qui se prépare à un nouveau coup du monde. Cassian lui versa son café. « Votre fils a réparé mon horloge. » Alohan haussa un sourcil. « Bien sûr qu'il l'a fait. Tu lui fais l'école à la maison. » Elle marqua une pause avant de répondre. « Nous l'avons fait, pendant un temps. Mon mari, il était brillant, un ingénieur concepteur avec un cerveau de génie. Mais à sa mort, tout a basculé. » « Et l'école ?» Alohan baissa les yeux. « J'ai essayé l'école publique en ville. » Il disait qu'Oden était perturbateur parce qu'il n'arrêtait pas de corriger le professeur. Il disait qu'il manquait de cohésion sociale. Cassian renifla. C'est juste une façon élégante de dire qu'il est plus intelligent qu'il ne le pense. Il a commencé à construire des trucs avec des trucs de récupération. Un jour, je me suis réveillé et j'ai découvert qu'il avait refait le câblage de l'éclairage du couloir avec un détecteur de mouvement. Je lui ai demandé comment il savait faire. Il m'a répondu qu'il écoutait simplement. Cassian observait Oden, assis en tailleur avec Rowan sur le tapis, construisant un système solaire avec des écrous, des boulons et des boutons sortis d'un bocal. Chaque planète était à l'échelle, orbitant sur des fils suspendus à des baguettes. Rowan gloussa tandis que sa lune perçait Saturne. « Je n'ai jamais rencontré un enfant comme lui, » murmura Cassian. « Toi et moi aussi, » dit doucement Alohan. Cet après-midi-là, Rowan insista pour apprendre à Oden à grimper aux arbres. Ils se dirigèrent vers le jardin, un coin de terre meublé de vieux chênes qui avait autrefois soutenu une balançoire avant que le temps et les tempêtes ne fassent leur œuvre. Cassian le suivait à distance, fendant du bois avec sa hache, un œil toujours fixé sur les enfants. Au début, Oden refusa de grimper. Il disait qu'il n'aimait pas les hauteurs. Rowan lui répondit qu'il n'était pas obligé d'aller haut, juste assez pour voir les feuilles bouger de l'intérieur. Ça y est, c'est réglé. Le temps que Cassian essuie la sueur de son front, Oden était déjà à mi-hauteur de la première branche, les bras raides mais déterminés, Rowan l'acclamant comme si elle annonçait le Super Bowl. Lorsqu'il sauta enfin en riant, Cassian aperçut Alohan debout sur le porche, observant son fils d'un air qui lui brisa le cœur. Elle avait le regard de quelqu'un qui voit un enfant enfin autorisé à redevenir un enfant. À la tombée de la nuit, Alohan aida Cassian à préparer le dîner. Elle insista, refusant de s'allonger sur le canapé comme une invalide. Il lui tendit des carottes à couper et la surveilla de près tandis qu'elle manœuvrait d'une main avec une habileté discrète. « J'ai travaillé dans un café autrefois, » dit-elle, tranchant avec une grâce experte avant de se taire. « Que s'est-il passé après ça » demanda Cassian. Elle haussa les épaules. « Et puis je me suis marié. » Cassian haussa un sourcil. « C'est toujours une mauvaise chose. »
Cela dépend de la hauteur à laquelle vous montez et de la hauteur à laquelle il vous laisse tomber lorsque l'échelle se casse. Il n'insista pas davantage. Il tendit la main par-dessus le comptoir, lui ramena une mèche de cheveux derrière l'oreille et dit « Je me fiche de ton passé. Sauf si ça nuit à ton avenir. » Elle se figea, puis se retourna vers les carottes sans un mot, mais ses mains tremblaient un peu moins. Cette nuit-là, tandis que les enfants s'endormaient sous un fort fait de coussins de canapé et d'une vieille couette, Cassian ouvrit la vieille boîte en fer blanc où il conservait ses lettres. Il n'y avait pas jeté un coup d'œil depuis des années. Là, parmi quelques photos de Belle et du bébé Caleb, se trouvait une enveloppe non ouverte. Marchand industrie confidentielle. Il se souvenait de son arrivée le lendemain de la mort de Caleb. Une lettre qu'il n'avait jamais pu se résoudre à lire. Une offre d'emploi, peut-être des condoléances. Il la fixait maintenant, le cœur battant. Puis on frappa à la porte. Cassian l'ouvrit et trouva Alohan debout au clair de lune, enveloppé dans son châle, les yeux écarquillés. « Je viens de me souvenir de quelque chose, murmura-t-elle. Le nom de Marchand ? Mon mari travaillait pour eux. Et son père, Édouard Marchand. Il a disparu après les funérailles. Personne ne l'a jamais revu. » Les doigts de Cassian se resserrèrent autour de l'enveloppe. Il comprit enfin. Le garçon aux engrenages dans les mains n'était pas seulement doué. Il était né pour quelque chose de plus. Cassian l'avait senti avant de le voir. Les orages dans les montagnes ne s'annonçaient pas par le tonnerre. Ils arrivaient avec une certaine lourdeur dans l'air, une tension qui s'installait entre les omoplates et s'infiltrait dans la colonne vertébrale. Les arbres s'immobilisèrent. Même les oiseaux se turent, comme si la forêt entière retenait son souffle. Il sortit juste avant le crépuscule, la main sur le poteau du porche, regardant les nuages s'abattre sur les montagnes, gris charbon, épais comme le regret. L'odeur de la pluie lui frappa la gorge comme du métal et des souvenirs. Dans la cabane, Alohan pliait des couvertures tandis que Rowan et Oden rangeaient livres et jouets. Les enfants étaient devenus presque inséparables, l'étincelle de Rowan et l'étrange silence d'Oden s'équilibraient comme les étoiles et la gravité. « Tu t'attends à quelque chose de grave ?» demanda Alohan, remarquant la façon dont Cassian s'attardait près de la porte. « Un éclair » murmura-t-il. « Et le vent ? Probablement fort, mais rapide. On va en ville ? » Il secoua la tête. « On est plus en sécurité ici que sur la route. » Alohan hocha la tête, même si elle serrait le dossier de la chaise un peu plus fort. Cassian scruta la propriété, vérifiant les serrures de l'abri de jardin, l'emplacement du générateur, l'angle des gouttières. Des années de solitude dans les bois lui avaient appris que la préparation était essentielle à la survie. Il bougea instinctivement, mais son regard ne cessait de dériver vers la fenêtre où Alohan se tenait, tendu comme un fil. Et pour cause. Aux premières gouttes, le vent avait déjà courbé la cime des arbres. La pluie tombait latéralement, frappant violemment les vitres à un rythme irrégulier, comme si le ciel essayait de secouer quelque chose. Oden observait le verre comme s'il était vivant. Rowan se blottit contre son renard en peluche, Kip, par terre. Cassian avança rapidement mais calmement. Il roula des serviettes contre les portes, alluma les lanternes de secours, rentra le bois, permettant à Alohan, malgré son épaule douloureuse, de le suivre sans hésitation. Elle lui tendit les outils, s'assura que les enfants allaient bien et ferma les rideaux. Mais lorsque le courant a été coupé avec un clic fort et que la cabine est devenue noire, elle s'est figée. Cassian se tourna vers elle juste à temps pour la voir s'appuyer contre le mur, les yeux fermés. Sa respiration était saccadée. « Permettre ?» demanda-t-il doucement. Elle n'a pas répondu. Il s'est rapproché, sans la toucher, juste assez près pour que sa voix la calme. « Tu es en sécurité. On a de la lumière. J'ai un générateur si besoin. Tu n'es pas seul dans cette tempête. » Sa mâchoire tremblait. « Ce n'est pas le noir, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ? » Être piégé, dit-elle. Quand j'étais avec eux, si je faisais une erreur, ils m'enfermaient dans le garde-manger. Pas de fenêtre, pas d'horloge. Je ne savais jamais combien de temps ils me laisseraient là. La poitrine de Cassian se serra. « Tu n'es plus dans cette maison, » dit-il doucement. « Tu es dans la mienne. Et chez moi, personne ne reste enfermé nulle part. » Elle le regarda, les yeux écarquillés et humides. La lueur des bougies vacillait sur ses pommettes, illuminant des bleus qui n'avaient pas encore disparu. Mais derrière la peur se cachait désormais une force. Cassian savait qu'elle se battait toujours, toujours là. La tempête hurlait plus fort.
Un grand fracas résonna dans la cabane, quelque chose s'était abattu violemment à l'extérieur. Cassian jura dans sa barbe et attrapa son imperméable. « Reste avec les enfants. Je vais vérifier. »« Non, dit-elle en se redressant. Laisse-moi faire. » Il la regarda, surpris. « Tu as tout fait, dit-elle. Tu ne devrais pas toujours être celui qui sauve tout le monde. Dis-moi juste ce que je dois chercher. » Il voyait maintenant le feu en elle, une femme qui reprenait son droit à se tenir debout. Mais avant qu'il puisse répondre, Rowan cria. Cassian se retourna. Oden était parti. La porte était ouverte. Cassian était déjà dehors avant même de s'en rendre compte, le cœur battant à tout rompre. Le vent déchirait son manteau, la pluie l'aveuglait, mais à travers le chaos, il entendit une petite voix l'appeler. « Maman, je l'ai laissé tomber. » Il suivit la voie le long de la pente en direction du lit du ruisseau. La vieille balançoire que Cassian avait voulu brûler l'automne dernier s'était détachée et s'était logée contre un érable. En dessous, dans la boue et les branches, Oden était agenouillé, trempé, serrant quelque chose dans sa main. Cassian attendit dans la boue et le rejoignit. « Es-tu blessé ?» Oden secoua la tête en claquant des dents. « J'ai laissé tomber le renard de Rowan. Elle avait peur. Je ne voulais pas qu'elle le perde. » Cassian baissa les yeux. Dans la main couverte de boue du garçon se trouvait Kip, le petit animal en peluche, trempé mais intact. Une boule se forma dans la gorge de Cassian. Il s'accroupit et tira Oden dans ses bras. « Tu es un bon frère, dit-il d'une voix rauque. »« Je ne suis pas son frère, murmura Oden. »« Tu le es, dit Cassian en le serrant plus fort. »« Dans tous les domaines qui comptent. » De retour à la cabane, Alohan les accueillit à la porte, une serviette et des mains tremblantes. Voyant ce qu'Oden tenait, elle s'étrangla dans un sanglot. Cassian l'aida à s'asseoir, puis retira les vêtements mouillés d'Oden et l'enveloppa dans une couverture. Il se retourna vers la fenêtre. L'orage s'estompait. Les arbres se dressaient tels des soldats dans la lumière déclinante. Le silence qui suivit était presque respectueux. Plus tard, après que les enfants se soient endormis sur un lit partagé à côté de la cheminée, Alohan s'est assise à côté de Cassian dans le fauteuil à bascule, son épaule blessée bandée mais toujours douloureuse. « Merci, dit-elle doucement. »« Pourquoi ?»« Pour ne pas avoir verrouillé la porte. Pour avoir été l'homme vers lequel mon fils courait, et non pour s'en éloigner. » Cassian ne répondit pas immédiatement. Il regarda simplement les enfants endormis, les mains toujours emmêlées. « J'ai perdu un garçon une fois, dit-il finalement. Il y a 5 ans. Il avait 3 ans. Une leucémie. On a tout essayé. Rien n'a fonctionné. » Le souffle d'Alohan se coupa. « J'ai quitté le monde après ça. J'ai quitté mon travail, vendu la maison et emménagé ici avec Rowan. J'ai construit cet endroit de mes propres mains pour me souvenir de ce que l'on ressent lorsqu'on construit quoi que ce soit. » Elle le regarda alors différemment, non pas avec pitié, mais avec connaissance, reconnaissance, survie partagée. La tempête extérieure était passée, mais à l'intérieur, quelque chose avait commencé. Pas une romance, pas encore, mais une chaleur, un feu attisé lentement, prudemment par 2 êtres qui savaient tout perdre et continuer malgré tout. Cassian se tenait dans la faible lueur de la lanterne de la cuisine, l'orage n'étant plus qu'un murmure humide derrière les murs de la cabane. Ses bottes laissaient de légères traces sur le parquet, traînant boue et souvenirs. Il s'appuya contre le comptoir, fixant à nouveau l'enveloppe qu'il avait tirée de la vieille boîte en fer blanc. Marchand industrie confidentielle. Il n'avait pas prévu de la trouver ce soir. Il n'avait pas prévu d'ouvrir des fantômes. Mais quand Alohan murmura le nom, Édouard Marchand, quelque chose d'ancien et d'inachevé se déplaça en lui. Il tourna l'enveloppe dans sa main. Le papier était épais, gaufré. Il se souvenait encore du coursier qui la lui avait livré, en costume, au volant d'une voiture qui n'avait rien à faire en montagne. C'était arrivé le lendemain matin des funérailles de Caleb, alors que tout sentait encore le mensonge et le chagrin stérile. Il ne l'avait pas ouvert, non pas par colère, mais par engourdissement. Car rien, pas même l'offre d'un milliardaire, ne pouvait avoir d'importance quand son enfant ne respirait plus. Et maintenant, Marchand était de retour d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Le lendemain matin, Alohan trouva la lettre ouverte sur la table de la cuisine. Cassian avait déjà emmené Rowan à l'école et était allé chercher du propane en ville. La cabine était immobile mais pas silencieuse. Oden était assis en tailleur sur le tapis,
feuilletant un exemplaire corné de la machine à explorer le temps. Le feu crépitait derrière lui, son rythme lui étant désormais familier. Alohan toucha le bord de l'enveloppe. Elle n'allait pas fouiller. Elle ne l'avait jamais fait, même pas lorsque son mari avait commencé à verrouiller la porte de son bureau ou lorsque les relevés bancaires avaient cessé d'arriver. Mais quelque chose dans le papier aux ses plis soignés, son poids la fit s'arrêter. Puis elle relut le nom, Édouard Marchand. Son souffle s'arrêta. Elle se dirigea vers l'évier, se stabilisant, ses mains agrippant fermement le bord. Était-ce une coïncidence, ou peut-être le destin? Ou peut-être simplement la cruelle habitude de la vie de revenir en arrière dès qu'on ose enfin respirer. Cet après-midi-là, Cassian rentra chez lui, le visage rouge de vent. Il portait des courses d'un bras et une écharpe neuve pour Rowan de l'autre, toujours soigneusement enveloppée dans du papier de soie. Lorsqu'il aperçut Alohan dans la cuisine, ses pas s'arrêtèrent. L'enveloppe posée sur la table entresemblait une troisième présence silencieuse dans la pièce. « Tu l'as ouvert ?» demanda doucement Cassian, non pas avec colère mais avec surprise. « Je ne l'ai pas lu » répondit-elle doucement. « J'ai juste vu le nom. » Ça m'a suffi. Cassian déposa délicatement le sac. C'était donc bien réel. Le nom de Marchand lui disait quelque chose. Elle hocha la tête. « Mon mari, dit-elle, s'appelait Julien Marchand, fils d'Édouard. Il est mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Mais après cela, plus rien ne semblait accidentel. » Il attendit en silence qu'elle poursuive. « Ils m'en ont voulu, avoua-t-elle. Sa famille disait que j'avais séduit Julien pour son argent. Que je n'étais jamais assez bien. Que Audan n'était même pas vraiment à lui. » Elle leva les yeux, scrutant le visage de Cassian. Mais il l'était. Chaque centimètre de son corps. Cassian s'assit sur une chaise en face d'elle. Ils ont essayé de m'acheter après les funérailles. Ils m'ont proposé un arrangement à l'amiable si je renonçais à la garde. Face à mon refus, ils ont changé de tactique, pression juridique, rumeurs, et même surveillance. Elle déglutit difficilement, se ressaisissant. Un soir, j'ai trouvé une écoute dans ma voiture. La même semaine, quelqu'un a brisé ma vitre avant. Après ça, j'ai pris aux dents et je me suis enfui. Sa voix restait ferme, même si ses mains, serrées sur ses genoux, tremblaient. Cassian se pencha en avant. « Tu penses qu'Édouard est derrière tout ça ?»« Je ne sais pas, » admit elle. Julien disait toujours que son père ne faisait confiance à personne, pas même à lui. Mais après les funérailles, Édouard a disparu. Pas seulement de ma vie, mais de celle de tout le monde. Plus de presse, plus d'apparitions publiques. C'était comme s'il avait disparu. Cassian expira lentement. « J'ai reçu cette lettre le lendemain de l'enterrement de mon fils, dit-il doucement. Je ne l'ai jamais ouverte. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'un milliardaire pourrait bien dire qui aurait un sens pour moi ? » Elle le regarda avec un mélange de pitié et d'admiration. « Toi aussi, tu as perdu un fils. » Il hocha la tête. « Caleb. Cancer. Il avait 3 ans. Je l'entends encore parfois dans le silence. » Un long silence s'écoula entre eux avant qu'Alohan ne parle doucement. « C'est peut-être pour ça qu'Audan a couru vers ton camion ce jour-là. Peut-être qu'il a vu quelque chose en toi, quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. » Ce soir-là, tandis qu'Oden et Rowan construisaient un fort de couverture dans un coin, discutant gentiment pour savoir si Saturne devait avoir 3 ou 4 anneaux, Alohan sortit sur le porche. Cassian le suivit, un café à la main. Le vent s'était calmé et les arbres ruisselaient doucement dans la lumière dorée du coucher de soleil. « J'y ai réfléchi, dit-elle doucement. Il est peut-être temps d'arrêter de courir. » Cassian haussa un sourcil. « Je suis fatigué, avoua-t-elle. Fatigué d'être traqué, de voir Oden vérifier les serrures 2 fois avant de se coucher, de lui apprendre à disparaître au lieu de parler. » Il sirota son café. « Et toi, tu ferais quoi à la place ?» Elle hésita, puis dit doucement, « Je veux aller au tribunal. Je veux y faire face. Tout, les accusations, les mensonges. Je veux dire la vérité avant que quelqu'un d'autre n'écrive l'histoire à ma place. » Cassian resta silencieux un instant. « Il faut du courage. Je ne sais pas si je l'ai déjà. »« Tu le fais ?» dit-elle en le regardant avec une expression indéchiffrable. « Cassian, si j'y vais et qu'ils nous trouvent et prennent Oden. » Il l'interrompit doucement, « Ils ne le feront pas. »« Comment peux-tu en être sûr ?» demanda-t-elle en regardant les arbres.
Parce que j'ai vu ce que ça fait à un enfant de grandir en pensant qu'il ne mérite pas d'être aimé. Et je brûlerai tous les tribunaux de cet État avant de laisser cela se reproduire. Elle laissa échapper un soupir entre un sanglot et un rire. Tu es toujours aussi dramatique. Seulement quand cela compte. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis sous un ciel étoilé, Alohan trouva Cassian seul à la table de la cuisine, l'enveloppe dans les mains. Cette fois, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec soin et de manière inclinée. Monsieur Wolf, je m'appelle Édouard Marchand. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai suivi votre histoire. Vous ne me devez rien, mais j'ai le sentiment de vous devoir quelque chose. Il y a des moments dans la vie où l'on trahit ceux qu'on aime, où le pouvoir et la peur sont plus forts que la décence. J'ai trahi mon fils. J'ai trahi mon petit-fils. Et j'ai peur de vous trahir. Si vous lisez ceci, sachez que je vous ai observé de loin, non pas comme un homme riche, mais comme un homme qui croyait autrefois à la rédemption. Vous n'avez pas disparu. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous avez survécu. Et c'est là que je pourrais vous demander quelque chose. Cassian cessa de lire et leva les yeux vers Alohan, dont les yeux étaient remplis de larmes qu'elle ne s'était pas autorisée à verser. Il comprit quand elle murmura. Cassian hocha la tête. Et il arrive. C'est Rowan qui aperçut la voiture la première. Elle coloriait sur le porche, un crayon rose dans une main et Kip le renard dans l'autre, quand le léger vrombissement des pneus sur le gravier la fit s'arrêter. Cassian, toujours dans la cuisine en train de servir du café, ne le remarqua que lorsque sa voix résonna à travers l'écran ouvert. « Papa, dit-elle, il y a une voiture fantôme dans les arbres. » Il posa la tasse et sortit. Ce n'était pas une voiture fantôme. C'était une Rolls-Royce Silver Shadow des années 1970, bleu nuit, polie jusqu'à un éclat discret. Elle n'avait rien à faire ici. Ni parmi les bois de chiens sauvages, ni parmi les poteaux de clôture fissurés, ni parmi les cabanes aux charnières rouillées. Sa place était dans les cours fermées ou derrière les cordons de velours des salons automobiles. La voiture s'est arrêtée juste à la limite des arbres, là où le gravier rejoignait la forêt. Puis le silence s'est installé. La porte arrière s'ouvrit lentement et un vieil homme en sortit. Il se déplaçait avec précaution, mais sans fragilité. Une canne soutenait son côté droit, bien que sa colonne vertébrale fût remarquablement droite pour quelqu'un de son âge. Il portait un pardessus sombre sur mesure par-dessus un gilet gris impeccable. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés, et il marquait une pause avant d'avancer, comme un homme habitué à être observé et jugé. La prise de Cassian sur la balustrade du porche se resserra. Alohan apparut derrière lui, son souffle s'arrêtant au moment où ses yeux se posèrent sur l'homme. « Édouard » murmura-t-elle. Oden, qui était à l'intérieur, jeta un coup d'œil par la fenêtre. Son visage passa de la confusion à l'immobilité, reconnaissant non pas un souvenir, mais du sang. Édouard Marchand s'arrêta à 5 pieds du porche et ôta son chapeau. « Je ne suis pas venu avec des avocats, a-t-il déclaré. Et je ne suis pas venu avec des excuses que je ne peux pas mériter. » Cassian descendit lentement du porche, son corps comme un bouclier sans agressivité. « Tu as fait un long chemin pour dire quelque chose, a-t-il dit. Édouard hocha la tête. « Oui. Et peut-être pour écouter. » Il regarda Alohan. « Tu as maigri, dit-il doucement. Je m'y attendais. Mais tu es aussi intact. Je n'étais pas sûr de revoir ça. » Alohan ne dit rien. Les bras croisés, non pas pour se protéger, mais pour contenir quelque chose. « Tu nous observais, dit-elle finalement. Tu savais ce qu'il me faisait. J'en connaissais des morceaux, admit Édouard. Plus que ce que j'aurais dû permettre, moins que ce que j'aurais dû arrêter. Et Julien ? Le visage d'Édouard tressaillit à peine, mais suffisamment. Mon fils a fait des choix que je n'approuvais pas, a-t-il dit. Mais il t'aimait. Je l'ai su trop tard. La gorge d'Alohan se serra. Il est mort seul. Ton nom a été le dernier sur ses lèvres. Ce silence s'installa sur le porche. Cassian se tourna légèrement, observant Édouard attentivement. Le vieil homme finit par céder. Je sais ce qu'ils ont essayé de te faire. Je sais ce qu'ils ont dit à propos d'Oden. Mais j'ai besoin que tu entendes quelque chose au pas de la bouche d'avocat ou de communiqué de presse, mais de ma part. Il regarda le garçon qui se tenait maintenant derrière la porte moustiquaire. J'ai su qui était Oden dès que je l'ai vu sourire. C'était le sourire de Julien, et le courage de sa mère. Oden ouvrit l'écran et sortit.
Rowan resta derrière, regardant comme un enfant lisant un livre dont les pages pourraient prendre feu. Édouard s'abaissa lentement sur le porche, se mettant au niveau des yeux du garçon. « Je n'étais pas là quand ton père est mort, dit-il. Je n'étais pas là quand ta mère avait besoin de protection. Et aucun de mes gains ne pourra changer cela. » Oden le regarda fixement. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. La voix du garçon n'était ni timide ni amère. Édouard cligna des yeux. Parce que regarder de loin ne fait que gagner du temps, ça ne fait jamais gagner le pardon. À l'intérieur, Cassian versa une autre tasse de café, puis la posa pour Édouard sans un mot. Alohan s'assit à côté d'Oden, sa main posée doucement sur son dos. Cassian s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « J'ai reçu une lettre de toi une fois, dit-il. » Édouard leva les yeux. « Je ne l'ai lue qu'il y a 2 nuits. »« Alors tu l'as lue au bon moment, » répondit Édouard. Cassian pencha la tête. « Tu veux quelque chose de nous, n'est-ce pas ?» Le vieil homme ne broncha pas. « Oui, mais pas comme tu le penses. Je veux rendre à Oden ce qui lui appartient, son nom, son héritage, son legs. Mais je ne l'arracherai pas à cette maison pour cela. » Les yeux d'Alohan se plissèrent. « Quel est le piège ?»« Pas de piège, » dit Édouard. « Juste une requête. » Il regarda de nouveau Cassian. « J'ai bâti une vie avec des murs si hauts que j'ai oublié ce qu'il y avait de l'autre côté. Quand Julian est mort, j'étais trop fier pour pleurer publiquement, trop lâche pour soutenir la femme qu'il avait choisie. » Il se tourna vers Oden. « Si ce garçon doit porter mon nom un jour, je veux que l'homme qu'il a élevé, qu'il a véritablement élevé, soit à ses côtés. » La pièce devint silencieuse. Rowan l'a cassée. « Ça veut dire que Cassian peut aussi être comme un grand-père ?» Ils la regardèrent tous. Édouard sourit faiblement. « C'est peut-être vrai, mon petit. » Cette nuit-là, la Rolls-Royce est restée garée à la lisière des arbres. Édouard avait insisté pour dormir dans l'une des chambres d'amis de Cassian. Pas de sécurité, pas de chauffeur, juste lui et une valise. Alohan se tenait sur le porche avec Cassian, les bras croisés contre le froid. « Tu le crois ?» demanda-t-elle. Cassian réfléchit un long moment. « Je crois que le regret peut grandir lentement, mais il grandit. » Elle baissa les yeux. « Une partie de moi veut lui pardonner, et une autre partie veut le laisser pourrir. » Cassian sourit sans rire. « On dirait que tu es humain. » Elle se tourna vers lui. « Tu penses qu'Oden devrait l'accompagner ?» ?»« Non, dit-il. Mais je pense qu'Oden devrait le connaître. » Les yeux d'Alohan s'adoucirent. « Tu sais toujours quoi dire. » Cassian haussa les épaules. « Non, je sais juste ce que j'aurais voulu pour mon fils. » Elle lui prit la main. « Pas romantique. » « Pas encore. » Mais quelque chose se passa entre eux dans ce contact, la confiance, et peut-être les prémices de quelque chose de plus. Le feu crépitait doucement tandis qu'Oden était assis seul dans le salon. Kip le renard était blotti sous un bras, sa petite silhouette engloutie par le vieux fauteuil en cuir de Cassian. Ses yeux étaient fixés sur les flammes, mais ses pensées étaient loin de leur scintillement. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrivée d'Édouard. Pas quand l'homme s'est excusé. Pas quand il a offert des cadeaux, un héritage ou son nom. Pas même quand Alohan s'est agenouillé à côté de lui ce soir-là et lui a dit doucement, « Quoi que tu choisisses, je suis fier de toi. » C'était là le problème. Il ne savait pas comment choisir. Il ne savait pas ce qui faisait de quelqu'un un père, une famille ou un foyer. Mais il savait ce que cela faisait, et c'était ce qui comptait le plus. Dehors, Cassian fendait méthodiquement du bois. Le bruit sourd de la hache rompait le silence du brouillard matinal. Les arbres se dressaient haut, trempés de brume. À chaque coup de hache, une vapeur s'élevait des bûches fendues, telle une fumée. Il aimait le côté physique de la chose, l'honnêteté. On frappe quelque chose, et ça se brise net. Pas de mensonge, pas de politique, pas de complications liées au sang, juste une relation de cause à effet. À l'intérieur de la cabine, Édouard Marchand était assis à la table, sirotant un café noir fort avec la posture d'un homme peu habitué à attendre. Mais aujourd'hui, il apprenait la patience. Il observait Oden du coin de l'œil, la façon dont le garçon se déplaçait prudemment dans la pièce, s'arrêtant pour réparer le tiroir irrégulier de l'établi de Cassian sans qu'on le lui demande. Il le regarda étudier la carte des sentiers de montagne de Cassian, redessinant les lignes là où l'érosion avait déplacé le coude de la rivière. C'est l'intelligence du garçon qui frappa le plus Édouard, sa certitude tranquille.
Le genre de certitude qu'Édouard n'avait jamais vu chez Julien, le genre qui n'était pas cultivé dans les salles de réunion ou raffiné autour de dîners en porcelaine fine. Cassian revint à l'intérieur, s'essuyant la sueur du cou avec un chiffon. Son regard parcourut la pièce et se posa sur Édouard. On dirait que le garçon t'observe, dit doucement Édouard. Cassian jeta le chiffon sur une chaise. Il est observateur. Édouard jeta un coup d'œil à Oden, qui feuilletait maintenant un livre sur les circuits solaires. Et il écoute, même s'il ne dit pas grand-chose. Alohan entra dans la pièce, portant 2 tasses fumantes de tisane à la camomille. Elle entendit une à Cassian, l'autre à Édouard, le regard indéchiffrable. Édouard accepta le thé d'un léger hochement de tête. Merci. Elle n'a pas répondu. Rowan descendit le couloir en dégringolant, les cheveux en bataille et les joues roses à cause du sommeil. Elle courut droit vers Cassian et lui serra la jambe. Tu as promis des crêpes aujourd'hui, marmonna-t-elle dans son jean. Oui, dit-il en lui ébouriffant les cheveux. Les crêpes arrivent tout de suite. Édouard regarda Rowan danser vers la cuisine. Elle est courageuse, sourit faiblement Cassian. Elle est née pendant une tempête de neige. Elle a passé sa première nuit au coin du feu. Elle est venue au monde en combattant. Je l'aime bien, dit simplement Édouard. Tu ferais mieux, murmura Ilohan. C'est elle qui dirige cet endroit. Une fois le petit déjeuner terminé et la vaisselle séchée sur l'égouttoir, Oden prit enfin la parole. Il se tenait au centre de la pièce, le dos droit et les yeux à la hauteur d'Édouard. Si je prends ton nom, commença-t-il, cela signifie-t-il que je perds celui que j'ai déjà? Édouard posa sa tasse. Non. Ça veut juste dire que le monde pourrait t'appeler différemment. Oden hocha la tête. Si j'habite dans ta maison, dit-il, est-ce que cela veut dire que je quitte celle-ci? Édouard fit une pause. Ce n'est pas obligatoire. Tu pourrais avoir les deux. Oden jeta un coup d'œil à Cassian et à Alohan. Et si je ne veux pas les deux? La pièce s'est tue. Cassian bougea sur sa chaise mais n'interrompit pas. Édouard se pencha lentement en avant. Alors, je respecterai ton choix, quel qu'il soit. Le garçon resta silencieux pendant un long moment, un silence plus long que la plupart des adultes ne pouvaient supporter. Puis il dit, je veux rester ici, avec Cassian, avec maman, avec Rowan. Je veux me réveiller dans cette cabane. Je veux réparer des choses cassées, grimper aux arbres et construire des choses qui ne sont pas justes pour vendre. Édouard hocha lentement la tête. D'accord. Mais Oden a poursuivi, si jamais je porte le nom de marchand, ce sera parce que je l'ai mérité, et non parce que quelqu'un me l'a donné comme une couronne. Cassian sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine, pas de la fierté, pas du soulagement, mais quelque chose de plus profond, presque sacré. Il regarda Alohan, qui s'était détourné, s'essuyant silencieusement les yeux. Édouard se pencha en arrière, paraissant petit pour la première fois, pas vaincu ou déçu, juste plus vieux, plus calme. Oden, dit-il doucement, si ton père était vivant, je pense qu'il dirait la même chose. Le garçon regarda Kip, maintenant tenu dans ses 2 mains. Il est mort avant que je puisse me souvenir de lui, dit doucement Édouard. Mais je crois que je le sens encore parfois dans mes mains, dans mes questions. Édouard fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Il ne l'a pas ouvert mais l'a posée sur la table. C'était celui de Julien, dit-il. Son père le lui avait offert quand il a obtenu son diplôme du MIT. Il ne l'a jamais porté. Il disait qu'il se sentait piégé. Oden prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, non marquée, discrète. Cassian se pencha légèrement. Tu n'es pas obligé de le prendre. Oden les regarda tous. Je le veux bien, dit-il, mais pas comme un symbole, mais plutôt pour me rappeler que je viens de quelque part. Pourtant, j'appartiens à cet endroit. Cette nuit-là, Édouard resta silencieux près du feu, le regard perdu et pensif. Il partit tôt le matin sans cérémonie ni promesse, juste un signe de tête, un merci discret et un simple mot à Cassian au bord de l'allée de gravier. Vous avez sauvé plus qu'un garçon. Vous avez sauvé un nom. Cassian regarda la Rolls-Royce disparaître sur la route bordée d'arbres. Il se retourna vers la cabane où Oden construisait une girouette avec de la ferraille, et Rowan dessinait le système solaire sur le mur à la craie. À l'intérieur, Alohan se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, l'attendant. Les matinées étaient plus froides. Le soleil tardait à franchir la crête, projetant de longues ombres qui persistaient entre les pins.
Le givre caressait l'herbe juste derrière le porche, scintillant comme du sucre renversé avant de fondre sous le souffle lent de l'automne. À l'intérieur de la cabane, l'air était chaud, mais le silence entre Cassian et Alohan s'était étiré. Ce n'était pas de la tension, c'était quelque chose de bien plus délicat et dangereux, la conscience d'un devenir. Du linge plié reposait sur le coffre en cèdre usé, et son bras gauche était enfin libéré de son attelle. Elle avançait plus lentement qu'avant, mais avec une assurance retrouvée. Ses pas ne murmuraient plus sur le sol, et sa présence ne cherchait plus à s'effacer. Cassian l'observait depuis la cuisine, une main serrée contre une tasse de café noir, l'autre lissant inconsciemment les plis d'un torchon qu'il n'essuyait pas. Elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent, et aucun des deux ne détourna le regard. Cet après-midi-là, Alohan dit à Rowan et Oden qu'elle devait se rendre au tribunal en ville. Cassian conduisait. Le camion était silencieux, mais sans gêne. Alohan était assise à côté de lui, les mains posées sur ses genoux, les doigts serrés. Plus ils approchaient de la ville, plus ils se serraient. Cassian jeta un coup d'œil de côté, mais ne dit rien. Le palais de justice était un bâtiment en briques rouges aux colonnes blanches trop fier pour son âge, trop petit pour sa fierté. Alohan y jeta un coup d'œil et faillit se retourner. Cassian lui toucha doucement la main. « Tu n'es pas seul. » Elle hocha la tête, déglutit difficilement et monta les marches. À l'intérieur, ils déposèrent les papiers. Elle demanda une audience officielle pour contester les fausses accusations que ses beaux-parents avaient laissées en suspens. L'employé derrière le comptoir cligna des yeux, surprise, en entendant le nom, la veuve de Julian Marchand. La femme qui avait disparu. Alohan se redressa. Cassian ne dit rien, mais sa présence à ses côtés emplissait la pièce comme une armure. Une fois la cérémonie terminée, ils sortirent dans la fraîcheur de l'après-midi, les portes du tribunal se refermant derrière eux comme la fin d'un long soupir. Ils ne parlèrent plus jusqu'à mi-chemin de la route de Crète. « J'ai cru que j'allais m'effondrer là-dedans, dit-elle doucement. Tu ne l'as pas fait. J'ai failli le faire. Mais tu ne l'as pas fait, répéta-t-il. Alohan regarda par la fenêtre, observant la cime des arbres défiler. Je crois que j'attendais toujours que quelqu'un se tienne à mes côtés quand je faisais quelque chose de difficile. Puis elle se tourna vers lui. Tu n'étais pas juste à côté de moi, Cassian. Tu étais avec moi. Il ne répondit pas, n'en ayant pas besoin. Sa main se posa brièvement sur la sienne. Rien d'urgent, rien de présomptueux, juste solide, présent. Et elle ne s'écarta pas. Ce soir-là, Rowan et Oden construisirent un télescope à partir d'un tuyau en PVC et d'une loupe fissurée. Cassian lut à voix haute un exemplaire écorné d'un pli dans le temps, d'une voix basse et posée, tandis que les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, près du feu. Alohan était assis à côté de lui, recroquevillé dans un coin du canapé. Elle ne suivait pas les mots, elle le suivait, la cadence de sa respiration, la courbe de ses lèvres lorsqu'il adoucissait les consonnes pour Rowan, la façon dont sa voix gagnait en profondeur lorsque l'histoire imposait l'admiration. Elle réalisa, pour la première fois depuis des années, qu'elle ne se contentait pas de survivre. Elle regardait un homme aimer une pièce sans le dire. Une fois les enfants endormis, elle resta sur le porche, enveloppée dans une couverture. Cassian la rejoignit, une tasse de thé chaud à la main, dans un silence qui n'était pas vain. « J'ai failli partir, dit-elle après une longue pause. La première nuit ici, quand je me suis réveillée et que j'ai réalisé où j'étais, qui tu étais, que j'étais en sécurité. » Il haussa un sourcil. « C'est la sécurité qui t'a donné envie de partir ? » « Oui, dit-elle. Parce que je ne savais plus quoi en faire. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends cela mieux que je ne le souhaiterais. » Elle a regardé autour d'elle. « As-tu déjà souhaité être parti ?» Cassian resta silencieux. Puis, chaque jour que je suis resté après la mort de Caleb me semblait trahir ma profonde détresse. Mais partir aurait été trahir la part de moi qui gardait encore espoir. Elle le fixa, la lumière de la lune adoucissant les angles durs de son visage. Cassian. Il croisa son regard. « Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, dit-elle d'une voix tremblante. Mais je le sens, et ça me fait peur. Parce que je ne suis pas venue ici pour tomber amoureuse. Je suis venue ici pour survivre. » Il posa la tasse. « Alors, ne lui donnons pas de nom, dit-il. N'essayons pas de parler d'amour, de timing ou de destin. Admettons simplement qu'il y a quelque chose qui est resté, même quand tout le reste est parti. » Ses yeux se remplirent de larmes. Elle se pencha lentement, prudemment,
pressant son front contre le sien. Sa main se leva, rude et chaude, caressant l'arrière de sa tête. Ils ne s'embrassèrent pas encore, mais quelque chose passa entre eux, plus intime que des lèvres, le genre d'intimité qui n'exige rien d'autre que la vérité. Cette nuit-là, Alohan s'endormit sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine, une couverture enroulée autour d'elle par une main qu'elle n'avait jamais entendue. Cassian était assis dans le fauteuil, regardant le feu. Il ignorait ce que le lendemain lui réserverait, la décision de justice, non, paperasse, avocat, mais il savait qu'à cet instant, son cœur s'était arrêté de battre. Non pas parce qu'il n'avait plus nulle part où aller, mais parce qu'il avait enfin trouvé quelqu'un pour qui il valait la peine de rester immobile. Le ruban n'était qu'une formalité. Oden avait insisté pour utiliser de vrais ciseaux, pas ceux en plastique rouge. Sérieusement, c'est important, avait-il dit. Rowan tenait le ruban tendu des deux mains, la langue pointant au coin de sa bouche, concentré, tandis qu'Alohan se tenait derrière eux, essayant de ne pas pleurer. Cassian se tenait au centre de tout cela, légèrement désemparé mais profondément fier. Un marteau encore dans sa poche arrière et de la sueur sur ses bottes, ils ouvraient l'école ce matin-là. Leur école. Elle n'avait pas encore de nom. Cassian avait suggéré quelque chose de concret, le centre d'apprentissage de Ridgehollow. Rowan voulait l'école de la licorne arc-en-ciel pour les enfants intelligents et les scientifiques. Oden proposa discrètement l'école Cœur de Loup pour l'émerveillement. Le panneau n'avait pas encore été peint, alors pour l'instant, il indiquait simplement « Bienvenue ». Mais le nom n'était pas l'essentiel. L'important était ce qui se trouvait derrière, une grange réhabilitée avec des fenêtres laissant entrer le soleil matinal, un poêle à bois au centre pour se réchauffer et des étagères garnies de livres donnés par chaque voisin dans un rayon de 50 km. Des bureaux construits avec de vieilles portes et des chaises dépareillées. Des panneaux solaires sur le toit. Des outils dans le hangar. Un globe terrestre près de la cheminée fissuré et vacillant, mais qui tourne toujours, et un tableau noir, car toute vraie école avait besoin d'un tableau noir. Tout avait commencé par une lettre, non pas d'Édouard Marchian, mais de quelqu'un qu'Édouard avait discrètement contacté, un surintendant à la retraite, désenchanté par la bureaucratie de l'éducation formelle et à la recherche d'un second acte. Lorsqu'elle a visité la cabane et vu ce qu'Oden avait construit avec des chutes de fils de fer et de carton, elle a déclaré « Eh bien, c'est un meilleur départ que la plupart des écoles à charte à $1 million que j'ai vues. » Elle est partie avec une poignée de main et est revenue avec des formulaires d'État, des suggestions de subventions et une liste de 3 familles du quartier dont les enfants avaient abandonné l'école pendant la pandémie et n'étaient jamais revenus. « Nous pourrions leur donner quelque chose, dit Cassian à Alohan un soir. « Non, répondit-elle. Tu l'as déjà fait. On officialise juste ça. » Le matin de l'inauguration, les voisins sont venus. Le facteur a apporté de la limonade. Madame Albright, l'octogénaire au déambulateur, a préparé 6 pains aux bananes. Quelqu'un a apporté un violon. Quelqu'un d'autre a apporté des larmes. La plupart sont simplement venus eux-mêmes, leur présence, témoignage muet de ce qu'ils avaient vu naître tranquillement des cendres de quelque chose autrefois brisé. Oden se leva et prononça un bref discours. Il n'était pas répété. Il n'était pas bruyant, mais il réduisit la petite foule à un silence haletant. Avant, je pensais que je n'avais ma place nulle part, dit-il. Être intelligent me rendait bizarre, et ne pas avoir de père faisait de moi une demi-personne. Mais je suis arrivé ici et j'ai appris quelque chose d'important. Il regarda Cassian. Cette famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui reste. Plus tard dans la journée, après que tout le monde soit parti et que les rires se soient estompés dans le bruissement des arbres, Cassian était assis sur les marches du porche, une boisson fraîche à la main, ses bottes poussiéreuses à cause des réparations de dernière minute qu'il avait insisté pour terminer. Alohan est sorti avec un livre sous le bras et un sourire discret sur ses lèvres. « Tu sais, dit-elle en s'installant à côté de lui, quand je suis arrivé ici, je te trouvais un peu étrange. » Il rit doucement. « C'est généreux. Tu n'as pas posé de questions. Tu n'as pas essayé de me réparer. Tu as juste fait de la place. » Il regarda la clairière où Rowan et Oden se poursuivaient maintenant avec des cerfs-volants en papier fabriqués à partir de vieux sacs d'épicerie. « J'ai appris, dit-il doucement, que les gens n'ont pas toujours besoin de réponses. Parfois, ils ont juste besoin d'un endroit où aller. » Elle posa le livre à côté d'elle. « Le monde te manque-t-il parfois ?» demanda-t-elle. « Lequel ? » Celui bruyant, avec les lumières de la ville, les délais et le bruit. Il secoua la tête. Les gens qui y vivaient avec moi me manquent, mais pas le monde lui-même. Elle hocha la tête,
absorbée par cette pensée. Puis, sans le regarder, elle dit « Je n'ai plus peur du silence ». Il se tourna vers elle, étudiant le côté de son visage, le léger sourire, la façon dont la lumière éclairait sa pommette, le battement régulier de paix dans son souffle. « Je crois que je t'attendais, dit-il simplement. Alohan se retourna, les yeux doux et certains. « Et je crois que j'attendais un endroit comme celui-ci. Un homme comme toi. » Le baiser qui suivit ne fut pas précipité. Il n'était ni dramatique ni ample. Il était constant, comme tout le reste entre eux, comme la pluie tombant sur une terre desséchée, comme deux rivières choisissant enfin le même chemin. Cette nuit-là, l'école était silencieuse sous les étoiles, les fenêtres brillaient d'or dans l'obscurité. À l'intérieur, le tableau portait encore les vestiges du plan de cour d'Oden. Qu'est-ce qui fait qu'une chose vaut la peine d'être construite? Cassian avait contemplé ces mots avant de fermer la porte. Il ne connaissait pas la réponse, mais il savait ce qu'il ressentait. C'était comme ça. Comme l'amour né de la confiance. Comme des enfants riant sur une terre qui autrefois n'était que chagrin. Comme une femme qui s'est finalement arrêtée assez longtemps pour laisser son cœur se calmer. Et un homme qui a ouvert la porte quand le monde y a frappé, non pas avec des réponses, mais avec des bras assez larges pour porter la tempête de quelqu'un d'autre. La route n'avait pas beaucoup changé, même virage sinueux à travers les peupliers, même gravier qui craque sous les pneus, même étendue de ciel dégagé qui paraissait incroyablement vaste en automne. Mais tout le reste était différent. Cassian ralentit doucement le camion. Le soleil matinal filtrait à travers les arbres, peignant le pare-brise d'une teinte dorée. Alohan était assise à côté de lui, la main posée sur la sienne. Rowan et Oden étaient assis à l'arrière, à moitié endormis, la tête appuyée l'une contre l'autre comme s'ils étaient frères et sœurs. Ils ne s'étaient pas encore parlé. Ils n'en avaient pas besoin. C'était un pèlerinage, un cercle qui se refermait. Cassian arrêta le camion au bord du fossé, là où tout avait commencé. Les feuilles étaient plus épaisses maintenant, recouvrant le sol de couches d'orange brûlées et d'ambre, mais les contours étaient les mêmes, la pente où Alohan s'était autrefois allongé, brisé et inconscient, la parcelle d'herbe aplatie où Oden s'était tenu, agitant les bras dans un désespoir silencieux. Cassian sortit en premier, puis Alohan. Il marchait lentement, comme s'il s'approchait d'un lieu sacré et d'une certaine manière, c'était le cas. C'est là que je me suis effondré, dit doucement Alohan, la voix tremblante. Cassian hocha la tête. Oden était à environ 3 mètres. J'ai failli ne pas le voir à temps, ajouta Cassian. Ils restèrent silencieux. Le seul bruit était celui de la brise qui s'infiltrait dans les branches. Oden les rejoignit un instant plus tard, tenant la main de Rowan. Elle lui murmura quelque chose, puis la lâcha. Oden s'approcha et s'agenouilla au sol, non pas pour pleurer, mais pour se souvenir. Il sortit un petit pieu en bois de la poche de son manteau et l'enfonça doucement dans le sol. Cassian et Alohan observèrent en silence. Une fois terminé, il recula et Rowan l'aida à accrocher le panneau. Il était sculpté à la main, gravé avec soin. Ici, quelqu'un s'est arrêté et tout a changé. Ils ne s'attardèrent pas. Ce n'était plus un lieu de pleurs. C'était un lieu d'honneur, de témoignage, de gratitude silencieuse et sacrée. De retour dans le camion, Alohan tendit la main par-dessus le siège et prit celle de Cassian. « Je ne t'ai jamais dit, dit-elle doucement, ce pourquoi j'ai prié ce jour-là avant de m'évanouir. » Il jeta un coup d'œil et la laissa parler. « Je n'ai pas prié pour être sauvé. Je n'ai même pas prié pour vivre. J'ai juste dit, qu'il aille bien. » Cassian serra les doigts. « Il l'est. » Elle sourit. « Et moi aussi. » Des semaines plus tard, le chalet était plus calme que d'habitude. L'école avait fermé pour les vacances d'hiver. La neige était arrivée tôt, recouvrant la crête de blanc. Cassian avait construit une luge avec de vieilles barres de clôture, et les enfants passèrent l'après-midi à dévaler la pente derrière la cabane à outils. Ce soir-là, ils s'assirent tous près du feu en sirotant un chocolat chaud. Rowan raconta des histoires de fantômes. Oden expliqua la 3e loi de Newton avec des guimauves et une cuillère. Alohan se blottit contre Cassian à l'intérieur, sa tête nichée sous son menton. « Tu as déjà pensé à repartir » demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Avant, je pensais que la route me prenait tout » murmura-t-elle. « Mais maintenant, je crois qu'elle m'a tout donné. » Il a embrassé le haut de sa tête. « Tu as tout donné » a-t-il dit. « C'est toi qui es resté, qui t'es battu, qui a continué d'avancer. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants.
Je n'ai pas continué à bouger, dit-elle. Je suis tombée. C'est toi qui t'es arrêté. Et puis elle murmura les mots qui vivaient entre eux depuis des mois, non prononcés mais indéniables. Je t'aime. Cassian n'hésita pas. Je t'aime aussi. Ils se marièrent discrètement ce printemps-là. Rien de spécial, juste la famille, la clairière, juste assez de chaises pour ceux qui les avaient accompagnés pendant la tempête. Oden se tenait aux côtés de Cassian comme témoin. Rowan sema des fleurs sauvages dans l'allée. Alohan portait une simple robe couleur crème et un ruban dans les cheveux, de la même couleur que les feuilles qui avaient autrefois amorti sa chute. Cassian lut ses vœux sur un morceau de papier plié. Sa voix se brisa à mi-chemin, Alohan s'en fichait. Elle lui embrassa les mains, puis les lèvres. Et comme ça, ils avaient construit quelque chose de plus solide qu'un abri, ils avaient construit une maison. Cet été-là, l'école s'agrandit. De nouveaux enfants arrivèrent. Les parents apportèrent du pain, des histoires et des larmes. La grange est devenue un lieu de rencontre, bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. C'est devenu un lieu de souvenirs, de rassemblement et de recommencement. Édouard Marchand lui rendait souvent visite, mais ne restait jamais longtemps. Il connaissait désormais sa place. Un soir, il était assis sur le porche avec Cassian, regardant Oden apprendre à Rowan à équilibrer l'aiguille d'une boussole. « Il sera meilleur que nous tous, dit Édouard. Cassian hocha la tête. Il l'est déjà. Édouard sourit faiblement. Tu lui as donné quelque chose que je n'aurais jamais pu lui donner. Cassian ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ils savaient tous deux ce qu'il voulait dire. Des années plus tard, Oden retrouverait cette route, devenu homme. Il s'agenouillait devant le panneau qu'il avait gravé et caressait les mots du doigt. Ici, quelqu'un s'est arrêté et tout a changé. Et il murmurait dans sa barbe, juste assez fort pour que les arbres l'entendent, « Merci, papa. » Si cette histoire vous a profondément touché, nous aimerions le savoir. Dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? C'est toujours un plaisir de voir jusqu'où peuvent aller les histoires d'amour et de gentillesse. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qui nous rappellent le bien qu'il reste encore dans le monde, n'hésitez pas à vous abonner. Nous serions honorés de partager la prochaine avec vous. De tout cœur, merci d'avoir passé du temps avec nous. Cela compte vraiment plus que vous ne l'imaginez.